Chers amis cinéphiles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes bien accrochés à votre siège, car nous allons revenir ensemble sur 3 grosses sorties du mois de septembre 2025, et c'est ce qu'on va voir sans plus attendre aujourd'hui dans les films du vendredi, Exit 8, Sirat et Une bataille après l'autre. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, programme copieux une nouvelle fois pour cette vidéo consacrée au mois de septembre 2025. Donc ça va être un petit peu l'occasion de dresser le bilan de cette rentrée cinéma qui démarre sur les chapeaux de roue avec une sélection de 3 films. Il y aura dans un premier temps l'adaptation d'un jeu vidéo. Ensuite, nous allons nous plonger dans une expérience techno qui a électrisé le dernier festival de Cannes. Et enfin, nous terminerons par le nouveau PTA Paul Thomas Anderson avec en vedette Leonardo DiCaprio qu'on a toujours plaisir de retrouver au cinéma. Donc c'est parti, je vous propose qu'on démarre sans plus attendre avec les films sortis au début du mois. Exit 8, réalisé par Genki Kawamura, sorti le 3 septembre 2025, et l'adaptation du jeu vidéo éponyme The Exit 8, et dans une moindre mesure sa suite Platform 8, un jeu méconnu du grand public, je dirais, mais très apprécié des streamers. L'histoire d'un jeune homme qui, lors d'un déplacement dans les transports en commun, va se retrouver piégé dans les couloirs du métro. Il va tourner en rond, en fait, constamment dans le même couloir. Donc il est littéralement piégé dans une boucle spatio-temporelle dans laquelle il va être difficile de sortir à moins de déceler les anomalies dans le couloir. Donc c'est là que le film reprend exactement le concept du jeu vidéo. Il est très fidèle. C'est que le principe, en fait, c'est de détecter les anomalies présentes dans le couloir. Si vous détectez des anomalies, vous rebroussez chemin. Si vous ne détectez pas d'anomalie, vous poursuivez votre chemin jusqu'à atteindre le prochain niveau, donc le prochain couloir, jusqu'à atteindre le fameux couloir numéro 8 et sa fameuse sortie numéro 8, qui permettra à notre héros de retrouver sa liberté. Alors c'est un film très intéressant car en fait Kawamura ne se contente pas simplement de reprendre le concept de base du jeu vidéo. Il va reprendre les codes du jeu et de manière très fidèle, mais surtout il va pouvoir injecter une dimension psychologique car, fait très intéressant dans le scénario, c'est qu'au début du film, notre héros reçoit l'appel de sa copine qui va lui annoncer qu'il va devenir bientôt papa. Et c'est à partir de ce moment-là que le jeune homme va se retrouver bloqué dans le même couloir du métro. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que c'est un film aussi sur la peur de la paternité, un vrai questionnement sur le fait de devenir papa. C'est un vrai questionnement pour notre protagoniste qui est en pleine réflexion à ce sujet. Il va y avoir un personnage secondaire très fort qui est celui de l'enfant, je n'en dis pas plus, mais vous me voyez venir, un jeune homme qui se pose des questions sur le fait de devenir papa et un enfant qui va être lui aussi présent dans cette boucle à un moment donné. Je ne révèle pas ce qu'il va se passer, mais c'est juste pour vous dire que voilà, le film va vraiment apporter cette dimension psychologique. Il va y avoir le personnage de l'homme qui marche aussi qui va être très inquiétant parce qu'il fait constamment tout le tour en fait, comme dans le jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à voir quelques images du jeu pour vous mettre un petit peu dans le bain. Jusque-là, pas de spoil. Mais voilà, les personnages secondaires vont être tout aussi intéressants. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un film qui va, quelque part, parler aussi du conformisme sociétal dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que, comme par hasard, il ne faut pas qu'il y ait d'anomalies pour pouvoir poursuivre son chemin. Donc on peut y voir aussi d'autres messages aussi assez forts. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui a la capacité de se servir du genre, encore une fois. Là, carrément, c'est presque une expérience comme un escape game, en fait, dans lequel le spectateur serait piégé, en fait. Vous êtes dans la salle de cinéma, mais vous avez l'impression d'être complètement dans un escape game d'1h30 dans lequel il va falloir s'échapper, comme si vous allez vous échapper de la salle de cinéma. C'est un peu ça. Il y a un effet un peu... où le spectateur ressent vraiment, se sent complètement, pleinement concerné par ce qui va se passer chez le protagoniste. Donc voilà, c'est un très bon film. Alors
L'acteur principal n'est pas n'importe qui, hein, puisqu'il s'agit de Kazunari Ninomiya. On l'a vu notamment dans Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood, par exemple. Voilà, moi je sais que voilà, ça m'a, quand j'ai vu sa filmo, j'ai tilté là-dessus. Il y a d'autres films connus de lui, mais c'est vraiment ça qui m'a fait tilter. Notamment, hein, voilà, donc il n'est pas totalement inconnu, sauf qu'il était très jeune à l'époque, hein, bien sûr. Mais voilà, donc c'est intéressant de le voir dans ce registre-là. Nous avons aussi le rôle de la copine. Alors, je l'ai plus en tête, mais c'est une grande idole, hein, comme on dit au Japon. Elle est très connue, c'est une mannequin actrice de 29 ans, assez célèbre au Japon. Nous, elle nous dit rien, voilà. Voilà, donc ça, c'est pour le côté casting. J'ai trouvé vraiment ce film que ça apportait quelque chose au cinéma en 2025, c'est-à-dire que c'est difficile de ramener des spectateurs dans les salles actuellement et de leur proposer de manière ludique, en fait, c'est ça qui est très fort, c'est d'arriver à créer un film-jeu, en fait, en quelque sorte, dans lequel le spectateur va se poser des questions lui-même sur la paternité. Et je trouve que c'est très très fort d'arriver eh bien, de manière voilà, ludique, avec le jeu. Les spectateurs jouent ensemble à essayer de repérer dans les couloirs du métro les anomalies. Donc vraiment, c'est ça qui est fort, c'est d'arriver d'un seul coup à ce que les spectateurs se parlent dans la salle pour essayer de eux aussi sortir de ce traquenard. Voilà. Alors il y a des séquences horrifiques très réussies. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a des anomalies qui vont être de plus en plus bizarres, en fait. Hein. Et c'est là que le film vraiment est fascinant. C'est que, en fait, avec ce minimalisme, hein, quelque part, hein, nous sommes carrément dans un huis clos, nous sommes bloqués. C'est un film claustro, hein, carrément, hein, dans lequel il va falloir s'échapper. Et ce qui est fort aussi, c'est de voir que parfois, eh ben, on peut se tromper. Alors c'est là qu'on va être complètement dérouté aussi en tant que spectateur, c'est que parfois on va se dire ah bah le héros il n'a pas fait attention, il n'a pas vu une anomalie, il repart de zéro, donc il va complètement péter les plombs et au fur et à mesure il va essayer véritablement d'en sortir. Mais voilà, on va avoir aussi une séquence de flashback qui va apporter aussi un peu un background sur le personnage parce que ça aurait pu être simplement un personnage pion en fait qui va d'un point A à un point B comme dans un jeu vidéo. Et ben non, Kawamura a l'intelligence d'écrire son personnage. C'est très écrit en fait malgré ce qu'on pourrait croire quand on voit le film. Voilà, on pourrait dire c'est un film, voilà, concept un peu tout simple, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis en fait, non, il y a autre chose. Il y a un peu à la manière de Vivarium, de Lorcan Finnegan, que j'avais adoré. Vraiment, je vous recommande ce film. J'en avais parlé à l'époque du confinement. J'avais dit que c'était carrément le film du confinement. Parce que c'était, voilà, ça sortait en plus dans un contexte où on était justement très isolé, confiné. Là, ça l'est encore plus aussi dans Exit 8. Mais dans Vivarium, voilà, c'était ça aussi, parce que d'un seul coup, ce jeune couple dans le film eh bien, recevait un bébé voilà, dont il devait s'occuper, alors qu'il n'était pas prêt pour ça, et c'était des jeunes trentenaires. Donc là aussi, il y avait un calque sur la paternité. Donc je trouve que voilà, c'est beau d'arriver à créer de l'horreur très fort en symbole, en fait. Hein. Voilà, il y a une symbolique de l'horreur qui nous renvoie à notre propre peur en fait de parents, voilà, et de jeunes parents en l'occurrence. Je trouve ça très fort d'arriver à faire ça sans saouler le spectateur avec voilà, des scènes trop dialoguées. On est dans une époque aussi où on a une jeune génération qui voilà, est habituée à consommer du contenu très rapide, en fait, justement. Donc je trouve ça bien de pouvoir arriver à les intéresser avec en fait un film très très ludique en fait dans sa forme. Voilà. Et je trouve que c'est toute la force du film, c'est d'arriver à parler de sujets importants qui nous concernent tous en fait. Il y a quelque chose de l'ordre, on se jette complètement dans le vide, c'est un saut dans le vide de devenir père. Et donc voilà, il y a tout un questionnement et d'arriver en fait à suggérer ça dans la tête du spectateur en le divertissant, c'est là où je trouve que le film réussit une grande prouesse. Donc je vous recommande vivement Exit 8 de Genki Kawamura. Ne boudez pas votre plaisir à découvrir un film horrifique, ludique, dans lequel il y a un message fort sur le thème de la paternité. C'est à découvrir, j'espère encore en salle s'il est encore diffusé. Sinon, rattrapez-le, ça vaut le coup. Exit 8
Très grand film pour moi, une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Il y en a trop peu comme ça, qui arrivent à nous surprendre, qui arrivent à parler de vrais sujets qui nous concernent tous, en fait, de faire miroir sur la société et pas simplement à faire voilà, un film fonctionnel, j'ai envie de dire, de pur divertissement, action, mais sans sans aucun message sur notre société. Donc je trouve ça très fort. Bravo à Junki Kawamura pour Exit 8 à découvrir dans les salles de cinéma. Je passe maintenant au second film du jour et il s'agit de Sirat, du cinéaste franco-espagnol Oliver Laxé, qui nous propose l'histoire d'un père de famille interprété par Sergi Lopez qui part à la recherche de sa fille disparue dans le désert marocain. À un moment donné, il va tomber sur une bande de ravers, des fêtards qui sont en pleine rave party. Et donc, il va demander à tous les participants à cette fête si ils ont vu donc sa fille disparue. Donc, pour cela, eh bien, il partage la photo de sa fille, tout simplement. Et la plupart ne sont pas trop sûrs de l'avoir vue, mais se disent que peut-être elle fera partie de la prochaine fête qui aura lieu un peu plus loin. Donc il va se mettre en tête de les suivre, de se faire un peu accepter par la communauté pour pouvoir sillonner les routes du désert avec eux et tenter de retrouver sa fille. Il est accompagné de son fils, interprété par Bruno Nunez, et de leur chien Pipa de mémoire. Donc voilà, un père de famille, le fils, le chien, qui partent à la recherche donc, de la fille disparue de ce père de famille interprété par Sergi Lopez. Pas grand-chose de plus par rapport au synopsis, au pitch du film, si ce n'est peut-être qu'en toile de fond, on peut rajouter qu'il est mentionné plusieurs fois à la radio, on sent qu'une troisième guerre mondiale serait en préparation, donc c'est ce qui va ressurgir dans un dernier acte explosif du film, que je ne révélerai pas pour ne pas spoiler. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette soi-disant odyssée techno expérimentale de fou furieux, électrisante? Eh bien, pas grand-chose malheureusement. Je trouve que l'unique force de ce film, qui a été salué d'ailleurs au dernier festival de Cannes, prix du jury, prix soundtrack, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que ça récompense les ambiances sonores, puisqu'il y a ce bourdonnement, j'ai envie de dire, de musique électro constamment dans ce film. Moi qui suis en plus dans ma pleine période techno depuis 2 ans, justement, je me suis dit, super, techno et cinéma, il y a un truc à faire, et si en plus la musique techno est actrice du film, ce serait formidable, mais à condition que ça serve le propos, et c'est là que le bas blesse, c'est que je trouve qu'en fait, cette odyssée techno est simplement décorative, malheureusement, ou en tout cas, elle est là uniquement pour créer chez le spectateur simplement une certaine tension, on pourrait dire. L'accès, on sent bien qu'il cherche avant tout à créer en fait, une réaction chez le spectateur, une sorte de tension qui fasse qu'il s'agrippe à son siège, qu'il ait peur à tout moment, qu'il se passe quelque chose d'explosif. Encore une fois, j'utilise ce terme, mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Mais c'est à peu près tout, c'est-à-dire créer une réaction chez le spectateur. Mais c'est à peu près tout ce que nous propose l'accès. Je trouve qu'il a tendance en plus à vraiment délaisser un peu son sujet de base, qui est quand même ce père de famille qui cherche sa fille, en fait. Il devrait, il aurait pu vraiment se concentrer sur ce sujet-là, parce que, malheureusement, je trouve que, en tout cas, moi, ça a été mon cas, je n'ai pas été ému par cette histoire, car vraiment à aucun moment, ou en tout cas très rarement dans le film, j'ai senti l'acteur principal, donc Sergi Lopez, concerné véritablement par la perte de sa fille. Franchement, j'ai pas senti le père déchiré par cette disparition. C'est quand même sa fille, c'est sa chair, c'est son sang. Enfin, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans les réactions du personnage principal, et c'est là que le bas blesse, c'est que vraiment, je n'ai pas été ému par cette histoire, et non pas qu'il y avait matière à être ému, attention, pour moins que ça, je suis ému par beaucoup de films, et non, j'ai pas senti le père de famille atteint par cette disparition, et dans un deuxième acte aussi tragique,
mal amené à mon sens aussi, ce sera pareil, ça va faire flop dans le film. Il y a un moment tragique à un moment donné en plein milieu, dernier tiers du film, qui malheureusement n'a pas fonctionné sur moi non plus, car j'ai trouvé que c'était vraiment amené de manière un peu maladroite, absurde un peu même, dans la manière dont c'est écrit, les répliques, etc. Le choc que c'est censé provoquer chez ce père de famille, je ne l'ai pas vraiment senti. C'est un peu poussif parfois, j'ai vraiment pas compris où voulait en venir Oliver Laxey. Voilà, je suis désolé, ça m'a sorti du film, parce qu'en fait pour moi à la base quand même s'il y a de superbes effets dans ce film, on a des gros plans, même des espèces de travelling avant comme ça sur des baffles, sur des enceintes qui vont créer parfois de véritables split screen naturels avec des fondus enchaînés, mais qui vont pas donner grand chose en fait à part des petits effets de style comme ça pour montrer que voilà, on a un cinéaste qui sait créer une image, qui sait en fait penser une image, penser un cadre en fait. Laxey a cette capacité vraiment de penser ses plans. On ne peut pas dire le contraire, penser son cadrage. Il y a ces séquences que vous voyez dans la bande-annonce déjà, qui sont déjà, que vous allez retrouver dans le film bien sûr. Voilà, les séquences qu'il a choisies d'ailleurs ne sont pas anodines, je trouve, pour montrer son talent de cinéaste, bien sûr, où on sent tous les personnages possédés par cette musique, très bien, en train de planer. Mais voilà, j'ai pas été ému, je ne comprends pas ce que veut raconter en fait Laxey avec ce son électro constant dans ce film. Voilà, moi j'ai plutôt apprécié de voir un peu de techno au cinéma. Ça fait plaisir d'essayer de mettre un peu en avant aussi cette musique qu'on a peut-être souvent tendance à mettre de côté. Et c'est vrai que ça aurait pu être un film techno, en somme, intéressant, voilà. Mais malheureusement, voilà, je ne comprends pas ce que veut raconter, en quoi ça sert le propos. Alors, les acteurs amateurs, moi, j'ai trouvé ça intéressant, justement, parce qu'en fait, toute la bande de ravers, en fait, sont des acteurs amateurs. Ils ne sont pas acteurs dans la vie, ce sont véritablement des fêtards, voilà. Il y a toute cette communauté un peu marginale qui va être mise en lumière dans ce film, donc ça, c'est fort appréciable. Le seul problème, c'est qu'ils ont tendance un peu, je trouve, à être en roue libre, en fait. On ne sait pas vraiment ce que Laxey veut écrire de ces personnages. Ça aurait mérité d'être plus écrit, en fait, pour pouvoir permettre aux personnages d'avoir plus de relief, en fait, qu'ils n'en ont malheureusement dans ce film. Et c'est dommage, parce qu'il y a des liens, en fait, qui commencent à se tisser avec ces personnages qui essaient de s'appréhender, de s'apprivoiser, parce que c'est vrai que ce père de famille est traditionnel, avec son fils, leur chien, il est en total décalage. C'est deux mondes qui se rencontrent aussi avec cette communauté un peu marginale. Donc il y a des rituels qui commencent un peu à se mettre en place, ils essaient de s'apprivoiser. Il y a le personnage de Stéphania aussi qui est un peu marquante quand même, parce qu'elle va essayer d'être sympa avec l'enfant, avec le fils en fait, de Sergi Lopez dans le film. Elle commence un peu à le coiffer, un peu à la manière des ravers et tout ça, donc c'est comme s'il allait être un peu accepté dans la communauté, c'est pour le rendre cool, etc. Et c'est dommage en fait que toutes ces choses qui sont tissées n'aboutissent à pas grand-chose in fine, en fait. À la fin du film, on ne comprend pas quel est le salut derrière tout ça, on ne comprend pas ce que finalement a voulu raconter Laxey de tout ça. Est-ce qu'il a voulu montrer que finalement les ravers pouvaient être des gens fabuleux parce qu'ils sont prêts à aider? C'est vrai qu'on les voit souvent aider. À un moment donné, Sergi Lopez pense qu'en fait ils se sont fait la malle et en fait non, ils viennent l'aider pour le tracter dans un moment où il faut passer un point d'eau un peu difficile avec la voiture. Bon, très bien. Lui aussi va essayer de rendre l'appareil en étant un peu généreux, en partageant les vivres, parce que c'est un vrai survival movie en fait. On parle de film expérimental, tout ça, mais en réalité, oui, on est un peu cramponné à son siège de temps en temps parce qu'on a peur pour la survie des personnages, mais c'est à peu près tout. Mais voilà, si c'est simplement de créer une réaction chez le spectateur et de créer cette tension, oui, peut-être que la tension est réussie, tant mieux, oui, certainement. Mais c'est dommage de passer à côté de son sujet. Parce qu'in fine, on se demande quel est le sujet du film, en fait. Quel est le sujet principal de ce film ? Parce qu'on a l'impression un peu que c'est un prétexte, l'histoire de la disparition de la fille, pour
eh bien, sillonner les routes du désert, faire des jolis plans et on rentre chez soi. Je suis un peu désolé de dire ça comme ça, mais c'est un peu ça. Bon, j'espère que l'accès, c'est un peu où il voulait en venir, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de technique. C'est toujours le problème, le piège, je trouve, quand on parle de cinéma et qu'on se base uniquement sur la technique. C'est un peu comme en musique. Si on, voilà, il y a les producteurs et les compositeurs. Les producteurs qui vont mettre beaucoup d'effets et qui vont s'intéresser un peu à la couleur, au son, etc. Et en même temps, il y a la mélodie de base, en fait. Mais vous pouvez mettre les meilleurs effets du monde, si la mélodie de base eh bien, est peu inspirée, ça ne va pas donner une grande musique ou une grande chanson. Et bien c'est pareil en cinéma. C'est si vous n'avez pas quand même, j'ai envie de dire, hein, la base, quand même un bon scénario malgré tout, vous pouvez mettre tous les effets que vous voulez, ça va rester très basique en fait malheureusement. Voilà, malgré tous les effets de style qu'il pourrait y avoir, même dans un roman, s'il y a beaucoup d'effets de style avec une histoire pas très intéressante ou assez basique, c'est la même chose. Donc voilà, beaucoup d'effets pour pas grand chose, j'ai envie de dire, et donc ça donne un peu l'effet d'un pétard mouillé à la fin, voilà, parce que certes, il va y avoir des moments un peu explosifs, très bien, mais voilà, l'expérience n'est pas si fascinante que ça. J'ai été beaucoup plus impressionné par d'autres films expérimentaux. Et là, ce que je regrette, c'est qu'on soit un petit peu, malheureusement, uniquement dans une technique, certes, très esthétique, mais qui finalement soit pas plus fascinante qu'un clip vidéo, quoi. Je veux dire, il y a des très beaux clips vidéo. Attention, mais ce que je veux dire, c'est que c'est au même titre qu'un clip vidéo musical. Parce qu'on peut lire des choses très intéressantes sur le film. Lorsqu'on creuse un peu, bien sûr, il y a des choses intéressantes qui sont dites, notamment cette allégorie du drop, lorsqu'à un moment explosif du film, justement, en plein trip autour du son, les personnages eh bien, vont se mettre littéralement eh bien, à exploser, je n'en dis pas plus, donc ça traduit en fait quelque part ce qui se passe en fait dans la tête de celui qui écoute de la techno, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette montée progressive et vous arrivez à un moment donné au point culminant, au pic où ça part, ça explose, et donc c'est le fameux drop, une sorte de refrain, comme on pourrait dire, le chorus instrumental, le moment fort, très attendu à chaque fois, justement, dans la musique techno. Peut-être que c'est très bien. Oui, il y a ces moments où tu peux te dire, oui, ça peut être une allégorie du drop, très bien. Mais so what, en fait? C'est ça le truc, c'est que, oui, il crée un effet, c'est ça que je reproche un peu à l'accès, c'est-à-dire, oui, il arrive à créer un effet, une sensation, chez le spectateur, une émotion de l'instant, j'ai envie de dire, mais qui ne n'a pas jamais en fait, cet simple effet de style. C'est dommage. Je ne vois pas ce que ça traduit de plus, en fait, à propos des protagonistes qui sont justement quasiment relégués à l'état de pion, en fait. On a l'impression que c'est presque un prétexte, la recherche de la fille, par ce père de famille, pour nous faire, pour nous trimballer dans ce désert et nous faire vivre une aventure bon, qui est pas des plus trépidantes non plus, hein. On est en manque d'essence, il faut s'arrêter, il faut faire des pauses, il faut reprendre la route. C'est un road movie. On nous a parlé de Mad Max comme référence parce qu'on a un désert, on a des voitures. Bon, on n'est pas dans Mad Max, il faut quand même se calmer un petit peu. Juste parce qu'il y a un désert et des voitures, je pense que voilà, on s'est un petit peu emporté sur ce film. Ce n'est pas suffisant, en tout cas pour moi. Je passe maintenant au troisième et dernier film du jour, et il pourrait bien s'agir du banger de ce mois de septembre 2025, un film signé Paul Thomas Anderson qui adapte une nouvelle fois un roman de Thomas Pynchon quelques années après Inherent Vice. Il s'agit bien sûr d'une bataille après l'autre, avec en tête d'affiche Leonardo DiCaprio, mais également Benicio del Toro, ou encore Sean Penn, qui pourrait bien voler la vedette à DiCaprio sur ce film. L'histoire de Bob Ferguson, révolutionnaire et membre des French 75, donc ces activistes qui sont prêts à en découdre avec l'Amérique trumpiste en menant des opérations coup de poing à droite à gauche, et notamment pour la défense des migrants qui se font maltraiter par ce tas de militaires infâmes, racistes. Et donc il va s'éprendre de perfidia
incarnée par Teyana Taylor, qui elle aussi est déterminée. Hein, c'est vraiment, elle a un comportement très violent, c'est-à-dire que de manière générale, les Friends 75 sont là évidemment pour mener une révolution, mais armés jusqu'aux dents. Et donc c'est là que le film va rentrer dans un trip action, politique, vraiment brûlot-politique même, on peut le dire. Pour dénoncer un petit peu voilà, tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement, les tensions sociales, politiques, l'extrémisme aussi qui en découle, et puis aussi les mesures extrêmes, même pour défendre ces valeurs, c'est-à-dire que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a toujours cet extrême, cette violence, ces tensions où en fait on sent que les individus sont un peu perdus et finissent par parfois se trahir eux-mêmes en fait. Le personnage le plus évident par rapport à ça, c'est le colonel Lockjaw incarné par Sean Penn, qui est à la fois détestable et drôle puisqu'il court à sa propre perte en fait, en essayant de rejoindre sans cesse, hein, comme si voilà, un homme, il fallait absolument être voilà, bodybuildé et puis taper sur les migrants, enfin voilà, cette espèce de virilité malsaine qu'il va essayer de conserver pour pas tomber dans... comme si voilà, c'était mal de sortir de ça, alors qu'il court à sa propre perte, et à tel point que les groupuscules dans lesquels il va essayer de s'intégrer, eh bien, vont se foutre de lui, puisque, en plus de ça, Lockjaw sait prendre une femme noire, et là, ça va faire scandale. Donc, en plus, il n'est même pas crédible dans les groupuscules suprémacistes blancs qu'il va essayer eh bien, d'intégrer. Voilà. Donc, sans révéler la fin, c'est un peu l'arroseur arrosé. Il va finir d'une manière qui va quand même rappeler les nazis, hein, rien que ça. Et ce sera bien fait pour lui, et je n'en dis pas plus. Voilà, mais j'ai peut-être un peu spoilé là, mais désolé. Mais franchement, voilà, il fallait absolument que je parle du personnage de Lockjaw, parce que c'est quand même le personnage fort pour moi du film. C'est-à-dire que c'est là où repose toute la satire. En fait, c'est lui qui incarne, hein, vraiment, qui respire la satire politique que veut nous proposer PTA, alors sans jamais être totalement moralisateur. Hein. Évidemment, il met en exergue les problématiques voilà, de société, de l'Amérique actuelle, même si, en plus de ça, il y a des choses qu'on voit dans le film qui ont toujours existé aux États-Unis. Le traitement des migrants, on ne cesse depuis des années de voir le traitement abominable sur des vidéos quand même où la police, les militaires interviennent pour taper sur des pauvres gens. Voilà, on en a soupé, j'ai envie de dire. Voilà, les États-Unis ont été capables vraiment de nous en montrer beaucoup de tout ça. Donc on n'est pas, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas d'ailleurs le premier film qui se mouille un peu pour en parler, mais disons que c'est peut-être le film récent qui se mouille le plus et qui est le moins consensuel pour aborder ces thèmes-là. Il rentre dans l'art en fait. Et en plus, l'intelligence de PTA sur ce film, c'est qu'il évite justement, je me suis demandé, moi en sortant de la salle, je me suis dit, mais en fait j'ai vu beaucoup de violence, j'ai vu, eh bien pas tant que ça, parce qu'elle n'est pas graphique en fait. C'est simplement dans les rapports de domination et de soumission que PTA arrive à suggérer cette violence en fait dans cette Amérique extrême, et de tous les extrêmes, on peut dire, car vraiment il y a des comportements de tous les côtés qui vont être violents, et c'est très très bien montré dans le film, sans pour autant mettre un tas d'hémoglobine qui, en plus de ça, peut-être desservirait le propos, en fait. Ce serait peut-être dommage. Et je trouve qu'il a eu justement l'intelligence de montrer qu'en fait ces tensions, elles sont aussi, évidemment, il y a des choses terribles dans le traitement, dans ces camps de migrants, c'est absolument infâme, bien sûr, mais au-delà de ça, chez les individus, de montrer socialement la tension, en fait, et les rapports qui deviennent de plus en plus des rapports, encore une fois, de domination et de soumission. Voilà. Donc il l'a très très bien montré. L'hypocrisie, en fait, qu'il y a dans tout cela, c'est-à-dire que ce soit chez ces militaires, avec cette espèce de pureté raciale, cette recherche de pureté raciale est totalement absurde, en plus qu'ils vont courir tous à leur perte, parce que, comme par hasard, on tape gratuitement sur des individus, mais derrière, on a quand même besoin de ces gens-là, et eux-mêmes en ont besoin à un moment donné, donc comme par hasard, il y a une hypocrisie, mais tellement énorme, qui est décrite, que vraiment, voilà, c'est très très bien montré par PTA. Et voilà, et que ce soit chez les révolutionnaires aussi, parce que les révolutionnaires, ils mènent leur petite révolution, mais lorsqu'ils ont peut-être
peut-être un intérêt à aller un peu flirter avec l'ennemi, et ben c'est là qu'ils sont tentés aussi de trahir aussi leur propre équipe. Donc vous voyez, ça montre en fait, c'est sur l'être humain, hein, j'ai envie de dire, ça montre un peu que l'être humain est quand même, bon, oui, ça montre que l'être humain est un peu pourri, bon, c'est ça, mais c'est assez terrible parce que en fait, il y a de l'illusion partout. Protéger ses propres intérêts, quoi. Donc, dans les deux cas, en fait, il y a des pourris. Il y a... bon, évidemment, hein, tout est relatif, hein, puisque s'il n'y avait pas de violence dans une révolution sans un peu de violence, évidemment, on peut avoir l'impression qu'on n'obtient jamais de résultat. Donc, on peut comprendre aussi ce qu'il y a dans la tête, évidemment, des French 75, évidemment. Mais voilà, c'est intéressant de montrer un petit peu l'hypocrisie dans tout ça, de l'être humain, hein, globalement, et de voir surtout aussi des individus qui n'arrivent plus à se comprendre, hein, une Amérique qui est complètement perdue. C'est à l'image de DiCaprio, justement, dans le film, qui finit par être ce père de famille à la fin, qui était révolutionnaire plus jeune et qui, 16 ans plus tard, eh bien, doit élever seul sa fille. Et là, on va basculer justement dans un nouveau film, quelque part, une deuxième partie du film, dans laquelle eh bien, nous avons ce père de famille qui va protéger sa fille qui va se poser des questions sur ses origines, avec cette mère qui était révolutionnaire, donc elle va à la fois être un peu troublée, être dans un flou un peu sur ses origines, puisque sa mère n'est plus là. Et donc elle va projeter la figure de l'héroïne, qui était sa mère peut-être, mais en même temps sa mère n'était pas tout à fait claire aussi dans ce qu'elle a fait pour son propre groupe. Donc voilà, ça va questionner ça. Et puis, eh bien de voir un peu ce père de famille comme ça, avec ce peignoir comme ça, c'est là que le film va aussi tourner en dérision un peu cette Amérique, c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire qu'il y a un peu une satire quand même. C'est un film dont on peut, par moments on rit, par moments c'est assez violent, il y a des rapports entre les personnages qui sont abominables, mais il y en a d'autres où il y a quand même des moments un peu de répit, j'ai envie de dire, dans toute cette violence sociale et politique. Et bien c'est dans ces moments où on le voit justement en peignoir, essayer de sauver sa fille, de partir à travers tous les États-Unis, avec Benicio del Toro, qui lui aussi va apporter un comic relief quelque part, avec le côté très calme et serein, tandis que lui part dans tous les sens. Donc voilà, ça va créer un duo sur le final qui est assez savoureux. Et puis, il y a quand même des thèmes chers à Pittier, hein, comme l'amour, bien sûr, hein, même ces dernières années avec Licorice Pizza, c'était revenu un petit peu. Et de voir justement ce père de famille, hein, c'est aussi l'histoire d'un père de famille qui fait tout pour protéger sa fille, hein, l'amour d'un père envers sa fille. Et ça, c'est assez bien montré aussi. Donc ça donne des moments un peu plus solaires, surtout sur le final, cette quête. Et surtout, voilà, ce qui est marrant en fait, c'est que Pittier arrive à parler de sujets graves, mais en y apportant des petites touches qui font, dans la mise en scène, j'ai pas envie de dire Looney Tunes ou Tex Avery, mais un peu, parce qu'en fait, Lokjo, ce personnage, enfin, on dirait un espèce de Elmer le chasseur nazi, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment ridicule. Et en fait, je trouve qu'il y a une espèce de plaisir un peu mal placé, mais comment dire, ce personnage, en fait, est assez jouissif, parce qu'il est complètement teubé, en fait. Et c'est ça, c'est d'arriver, en fait, à trouver un méchant sympathique, quoi, tellement il est stupide, il court à sa propre perte, vraiment. Vraiment, ouais, c'est une masculinité, mais presque il y a quelque chose de puéril, d'infantile, quelque part même. On sent vraiment que ces groupuscules racistes, même nazis, disons-le, hein, eh ben, franchement, ouais, il y a de quoi se marrer, parce que franchement, voilà, on les montre un peu comme des débiles, évidemment. Et ouais, et ça fonctionne très très bien, parce que c'est là où le film va quand même apporter sa touche de comédie, d'humour, et donc c'est un peu plus... C'est pas juste pour préserver le spectateur, attention. C'est que je pense qu'effectivement, c'est toujours plus intéressant par l'humour de parler de sujets graves. Parfois, c'est plus fort, peut-être même, que de mettre uniquement de la violence. C'est un débat, hein, évidemment, mais quand c'est bien fait, en tout cas, on peut aborder des thèmes très très forts, en fait, sous la houlette de la comédie. C'est là d'ailleurs peut-être le génie de beaucoup de cinéastes. Les séquences d'action et de course-poursuite sont plutôt bien amenées, notamment lorsque la caméra nous invite à aller au plus proche des voitures.
ou au contraire en vue aérienne, vue d'hélico, un peu comme ça sur les premiers jeux vidéo GTA. Ça m'a un peu rappelé ça plutôt au début du film et plutôt à la fin. On est vraiment voilà, sur cette course-poursuite sur les routes comme ça, américaines. Et là, c'est dans un décor vraiment qui pourrait presque rappeler. C'est vraiment comme si on était dans une espèce de western moderne parfois. Donc c'est bien amené. Les personnages sont quand même très bien travaillés. DiCaprio parfois nous rappelle avec ce peignoir improbable Big Lebowski ou des trucs comme ça, le Dude. Les personnages sont bien pensés aussi, je trouve, parce que on les retient en fait, et on retient des séquences. Et c'est toujours plus fort que dans un film on retient des séquences choc. Par exemple, Perfidia. Son personnage, je me souviendrai toujours de cette image choc d'elle avec une mitrailleuse, elle enceinte, vraiment quasiment peut-être à 8 mois, et donc elle a ce ventre comme ça, de femme enceinte, en train de tirer, et avec les secousses, ça donne quelque chose de terrible. L'image est très très forte, quoi. Il y a des images dans ce film qui sont marquantes. Et ça, je trouve que déjà, surtout quand on veut faire un film un peu engagé, disons-le quand même, qui met en exergue des tensions politiques et sociales, eh bien, c'est toujours plus fort quand on a des images chocs qui restent en tête. Voilà. Et ça, franchement, voilà, si c'est pas choc, franchement, voilà. Donc, ouais, vraiment, vous allez retenir le plan séquence où DiCaprio essaie de parler de se souvenir de la réponse du message codé, parce que, en fait, dans leur groupe de révolutionnaires, il y a tout un code comme chez les espions, en fait. Et c'est ça qui est drôle de voir, c'est comment il va galérer à retrouver son mot de passe dans un plan de séquence assez drôle. Et donc, oui, il y a de l'inventivité quand même sur la mise en scène. Et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que Pétillet, je pense, arrive à guider le spectateur sur le recul qu'il pourrait avoir sur le film. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque aussi où on a peut-être de plus en plus de mal à avoir du recul sur les images que l'on consomme, que l'on visionne, notamment sur les réseaux sociaux, à force de scroller, de voir tout un tas de choses, d'avoir le recul nécessaire. Et je pense que le personnage de la fille a vraiment cette force-là. C'est de parfois inviter le spectateur justement à prendre du recul comme elle, qui ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Elle arrive, elle a un passé avec cette maman, et donc cet héritage en fait de la Révolution qui est en marche, et en même temps l'univers dans lequel elle évolue, qui elle doit croire, ne pas croire, elle aussi. Donc je trouve que c'est salutaire aussi d'avoir bien écrit ce personnage pour que le spectateur, justement, s'invite lui-même à réfléchir aux images qu'il voit, en fait. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est là où le film réussit beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire que c'est un gros budget, mais pour un auteur qui fait véritablement un film d'auteur, mais en même temps qui veut rendre ça sexy en quelque sorte, c'est-à-dire avec de l'action, sous la houlette de l'action, sous la houlette aussi de la comédie, d'arriver à inviter le spectateur à voir aussi un divertissement, mais aussi et surtout un film qui a beaucoup de messages politiques à faire passer. Et en fait, voilà, ça dénonce, c'est un film qui dénonce les extrêmes, qui dénonce certains comportements chez des individus qui, en plus de ça, il y a un côté sectaire terrible dans tout cela qui est très bien montré. Comme par hasard, lorsque l'on est chez, ça s'appelle les aventuriers de Noël, enfin les mecs sont complètement fous, donc c'est un club privé de nazis, là, racistes, suprémacistes blancs, dans lequel Lokjo justement essaye de se faire accepter. Et on voit bien que c'est vraiment sectaire, avec tout un tas de règles, etc. Enfin, c'est assez flippant. Et en même temps, ça rappelle que ça existe, en fait. Voilà. Et donc, si on n'en parle jamais, il faut quand même mettre en lumière ces choses-là. C'est toujours intéressant. Et puis, ce n'est pas évident aussi, lorsqu'on se fait produire aussi pour un film, surtout peut-être aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut être un petit peu consensuel, il ne faut pas trop déranger, il ne faut pas être trop percutant. Et là, quand même, il y a quand même une forme de liberté. C'est une sorte de défouloir aussi, ce film. Je pense que ça va défouler tout le monde.
Voilà, on est quand même 2h50 dans une salle où ça va quand même se dominer, se faire des choses atroces et tout. Enfin, et voilà. Donc je ne sais pas si cette chasse à l'homme va vous emporter. C'est vrai que le film, eh bien, a quand même des critiques assez unanimes, hein. Bien sûr, c'est un bon film. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer tout cela. C'est juste qu'il y en a trop peu des films comme ça. Voilà. Et je pense que c'est pour ça, encore une fois, qu'on s'emballe. C'est un petit peu ces derniers temps, lorsqu'il y a un film qui émerge comme ça, dont on parle beaucoup, c'est souvent parce qu'il n'y en a pas assez. En fait, c'est comme s'il y avait une pénurie de ces films-là. Après, pourquoi aussi on le voit, on parle beaucoup aussi du fait qu'on va le voir directement aux Oscars, on l'imagine avec ses statuettes, etc. C'est aussi parce que les Oscars, c'est un petit peu aussi une cérémonie politique quelque part. Bon, évidemment, il y a aussi la qualité du cinéma, mais il y a aussi évidemment d'autres critères. Et c'est vrai que, eh bien, on récompense aussi, je pense, le culot et la force, en fait, l'audace d'avoir parlé de cette Amérique actuelle qui terrifie beaucoup de monde au niveau géopolitique. Donc voilà, il y a un film, nous avons là, avec une bataille après l'autre, un film qui peut-être dans le futur aussi sera une sorte on pourra s'y référer plus tard, une sorte de référence, on pourra revenir dedans pour montrer en fait ce qu'il y avait comme tension à l'époque au niveau sociopolitique en fait. Voilà, ce sera peut-être un repère, on pourra retourner dedans pour eh bien, sentir une époque. C'est fort aussi quand un film arrive à faire ressentir une époque, véritablement. Donc voilà, c'est... Donnez une chance donc à une bataille après l'autre, n'hésitez pas, de toute manière je pense que ce film est prêt à bien marcher dans les salles et tant mieux, ça fait plaisir qu'il y ait du bon cinéma d'auteur et pas chiant, voilà, je vais employer les termes, soyons clairs, c'est aussi intéressant quand il y a du cinéma de cette qualité-là. Donc n'hésitez pas à donner une chance à une bataille après l'autre. Et vous voyez, plus je décante en plus ce film, plus je lui trouve des qualités. C'est drôle, hein. Donc comme quoi, c'est bien parfois de prendre quelques jours pour se poser et être vraiment sûr de son coup, sur son ressenti, pour être sûr d'orienter la critique dans la bonne direction, voilà. Et avant de se quitter, j'aimerais remettre la petite statuette du mois de septembre 2025 à Exit 8, car j'ai envie de défendre un cinéma de genre intelligent, avec des concepts forts d'où peuvent naître des allégories sur la vie et qui nous renvoient à nos propres peurs. Donc je trouve ça fort d'arriver à le faire de manière ludique d'autant plus. Donc ce sera peut-être, je l'espère quelque part, une nouvelle forme de cinéma de genre et qui pourrait ramener les spectateurs dans les salles davantage et peut-être que ça pourrait définir un nouveau style, on ne sait pas, peut-être, cette sobriété, le côté où en fait, avec peu de moyens mais beaucoup d'idées, on arrive à faire de grands films et c'est ça que j'ai envie de défendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Chers amis cinéphiles, donc, voilà, c'était mon petit bilan du mois de septembre 2025. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est vrai que ces derniers temps, je fais plutôt, ça fait un peu une vidéo par mois là, mais j'essaie de rattraper ce qui s'est un peu passé dans l'année. Je me demande si ça va pas être un peu le nouveau concept. À chaque fois, je vais vous parler peut-être de 3 films sélectionnés sur le mois, dont on a beaucoup parlé, qui se démarquent véritablement et qui permettent de faire un peu une synthèse de chaque mois. Ça pourrait devenir un peu la nouvelle formule de cette nouvelle saison des films de vendredi. Dites-moi si ça vous convient, si ça vous plaît, voilà, ce format-là, ou si vous voulez que je reste un petit peu sur des critiques individuelles, mais malheureusement, parfois, j'ai pas toujours le temps, voilà. La vie fait que parfois, voilà, on n'a pas toujours le temps, j'ai pas 100% malheureusement de temps toujours à consacrer à la chaîne, malheureusement. Mais dès que je peux le faire, je le fais. Et comme à l'accoutumée, j'essaie de rattraper les films du mois. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire un peu un condensé de ce qui s'est passé dans le mois.
Et écoutez, il ne me reste plus, en attendant la prochaine vidéo, qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!